met des milliards dans des choses qu'on nous promet, on l'a dit plusieurs fois, dans une économie narrative de l'IA, qui d'ailleurs contribue au réchauffement climatique, et les mêmes là qui vous disent gna gna gna, c'est les premiers à vous dire ah mais le réchauffement climatique, l'impact écologique de l'IA, faut pas le mesurer. Les grandes entreprises adorent miser tout sur l'effort individuel, c'est-à-dire achetez moins, mangez moins. Et là c'est pareil pour la clim. On se dit c'est un truc individuel, c'est-à-dire mets ta clim chez toi, tu as une boutique en bas qui va mettre la clim à fond, qui va faire que la cour intérieure d'un immeuble où d'autres gens vivent va avoir 3 à 4 degrés en plus. On dit oui, bah t'as qu'à mettre l'autre clim chez toi. Ça ne suffira pas. Derrière, il faudra végétaliser, repenser la ville, repenser le bâti. Et tout ça doit s'inscrire dans un plan global qui va coûter cher. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de l'Instant Porcher de la saison. Aux médias, on a un message très important à vous transmettre. Au tout début de l'été, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Notre survie en dépend. Et on a déjà dépassé le palier des 3 000. Alors merci à vous. À partir de quelques euros par mois et défiscalisable, permettez au premier média TV1D de France d'exister. Rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Faites-nous atteindre les 5 000 avant juillet pour assurer le média en 2027. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme pour la dernière, climat ou capitale, les politiques ont fait leur choix, mais chut, on allume la clim et on regarde ailleurs, bah oui, la chaleur ça nous concerne tous. Allez, c'est parti. Les Français viennent de connaître un épisode de canicule qui a encore battu des records, journée la plus chaude, nuit la plus chaude, et pas de répit, ces épisodes reviendront cet été de manière plus intense et plus longue à chaque fois. On le savait, les scientifiques préviennent depuis plusieurs dizaines d'années, le changement climatique et ses effets sont bel et bien là, des centaines de morts, des immeubles en surchauffe, incendies, sécheresses, récoltes détruites, des agriculteurs qui perdent leurs animaux, les climatologues ne font que de sonner l'alerte. On y est. Thomas, en quoi le réchauffement, là, c'est pas une crise comme les autres ? Là, on a vu dans le débat politique qu'on avait l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas prévisible. Alors qu'en réalité, il y a des scientifiques... Alors, on peut remonter déjà au rapport Mido qui montrait les limites de la croissance, mais on peut revenir aux années 90 avec le protocole de Kyoto. Mais ces 10 dernières années, on a vu, y compris dans le débat public, énormément de scientifiques, de membres du GIEC, d'experts, nous alerter, dire qu'il va y avoir effectivement une augmentation des températures, mais aussi des phénomènes météorologiques très anormaux, type canicule. Et là, vous avez une grosse partie du spectre politique qui était clairement dans le déni. Emmanuel Macron, quand il dit qui aurait pu prévoir le réchauffement climatique, il y avait une forme de déni. Et il y avait d'autres partis qui s'opposaient systématiquement aux lois permettant d'atténuer le réchauffement climatique. Et là, on arrive en faisant comme si tout ça n'était pas prévu, que c'était une crise type Covid qui arrivait, qui surprenait tout le monde et qu'on devait bricoler à droite et à gauche, alors que des gens alertaient depuis des années et qu'aucune mesure, pour des questions de populisme, mais aussi des questions budgétaires, n'a été prise pour atténuer ce réchauffement climatique. Les prévisions du GIEC se confirment, tu l'as dit. Il y a le paléoclimatologue Jean Jouzel, qui est l'ancien vice-président du GIEC, qui a dénoncé dans la tribune dimanche le manque de courage des responsables politiques. C'est assez nouveau que les scientifiques se positionnent comme ça politiquement, il faut le dire. L'expert indique que depuis la canicule de 2003, on sait désormais anticiper et il y a sans doute une meilleure prise de conscience de la population, mais il n'y a pas eu de vraie transformation. Thomas, les politiques se sont succédés et n'ont pas pris au sérieux la question du changement climatique, alors que ça doit faire aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais partie intégrante de notre économie. J'ai l'impression qu'on n'y pense jamais. Une grosse partie de nos politiques sont soumis au lobby, sont pro-business. Quand vous avez, je l'ai dit, Emmanuel Macron qui dit qu'il aurait pu prévoir le réchauffement climatique, qui dit que c'est une question parfois importante, puis ensuite il dit, bon, pour la construction, on va alléger les normes environnementales et les normes liées au handicap parce qu'il faut absolument relancer la construction. Donc on est tout le temps en fait dans la même problématique. C'est-à-dire la première problématique, c'est les entreprises veulent moins de réglementation. Les réglementations sont horribles. Les ZAN, les normes environnementales. Il y a une inflation de normes. Et ça, vous avez les libéraux et le RN qui sont main dans la main pour détricoter tout ce qui est fait. Moi, je me souviens qu'à une époque, vous aviez Marine Le Pen qui disait que le GIEC était inquiétant, que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas forcément écouter, qui était secondaire. Oui, et puis maintenant, droite est connue voilà, pour son mais bien sûr, climato-scepticisme. à travers le monde, on le voit bien. Il y a même des gens qui sont assez proches de l'extrême droite, comme Javier Milei ou comme Trump, qui eux, sont des vrais climato-sceptiques, qui pensent que ça n'existe pas. Donc on voit bien en fait que beaucoup de gens ont choisi plutôt le business as usual que
finalement un tournant écologique. Et ça s'est vu dans les traités de libre-échange qu'on a signés, ça s'est vu dans les mesures qui ont été prises, ça s'est vu dans le fait de ne pas à un moment taxer les super profits pour pouvoir mener des politiques climatiques. Et ça s'est vu aussi dans le fait que dès qu'il y avait des réformes à faire, on vidait de leur substance tout ce qui était écologique. C'est-à-dire qu'on a supprimé les subventions pour les panneaux solaires après la crise 2008. Le fonds vert a été vidé dans les derniers votes du budget. C'est-à-dire que la variable d'ajustement a tout le temps été l'écologie. Puis encore une fois, lancer des grands plans d'investissement, par exemple pour la rénovation des bâtiments dans un budget austéritaire, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors qu'on l'a dit plusieurs fois, hein, je rebondis là-dessus, que la rénovation des bâtiments, que ce soit pour les passoires thermiques ou les bouilloires thermiques quand il fait très chaud, c'est des investissements à fort multiplicateur. C'est-à-dire que quand vous mettez 1 euro, vous récupérez souvent plus d'1 euro en recettes budgétaires parce que ce sont des emplois non délocalisables. Donc si on arrivait à faire un circuit où on permettrait d'employer des gens dans des bonnes conditions, avec des entreprises qui ne pratiqueraient pas de l'évasion fiscale, on pourrait très facilement subventionner un secteur qui créerait des emplois non délocalisables et qui servirait l'économie, avec un but précis. On voit le résultat tout de suite. Un bâtiment, une habitation est rénovée, on le voit le résultat. Il y a beaucoup de choses dont on ne voit pas les résultats, on ne sait pas où va l'argent. Voilà, dans les actionnaires, dans les paris. Là, on voit le résultat, il est concret, il est sous nos yeux. Donc c'est quelque chose qui pourrait rapporter énormément d'argent, mais demain, quand il faudra réavoir des débats et qu'on dira il faudra mettre 10 milliards ou tant de milliards pour la rénovation des bâtiments, la plupart des gens vous diront non, on ne veut pas parce qu'il faut réduire les déficits. Dans cette vague de chaleur, un débat est beaucoup revenu sur les plateaux. On nous a rabâché la climatisation à tout bout de champ. Alors, même si dans certains cas ça s'entend, dans les écoles, les hôpitaux, il faut quand même survivre, on l'a vu, il y a eu des centaines de morts qui ont été retrouvés. Est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt au niveau des politiques ? Parce que le climat, c'est une histoire d'atténuation, donc mettre des politiques en place pour atténuer, et d'adaptation, pourquoi pas la clim dans certains endroits. Là, on a l'impression qu'on met la solution technologique en avant pour pas s'occuper de absolument tout le reste. C'est exactement ça. Et là, on voit bien comme le débat politique et le débat médiatique peut être extrêmement réducteur. Parce que finalement, c'est venu à pour ou contre la clim. Et on voit bien aussi comme, par exemple, l'extrême droite arrive finalement à avoir une influence dans les débats télévisuels, et ce qui se passe sur Twitter ressort après dans des débats de 10 minutes sur des chaînes d'infos. Rappelons quand même, au passage, que quand même la chaîne la plus climato-sceptique reste quand même la chaîne CNews, qui est la chaîne de l'extrême droite. Ça, c'est très clair et précis. Le nombre de fois où ils ont remis en cause la question du réchauffement climatique, les politiques liées à l'atténuer, c'est sur cette chaîne-là. Ah oui, on se rappelle du jour où Claire Nouvian était sur le plateau, elle expliquait et on la faisait passer pour une folle, donc c'était hyper misogyne déjà, mais c'était d'un climato-scepticisme assez aberrant, quoi. Exactement. Et que là, ils ont retourné complètement leur veste en nous parlant de la clim. Alors, la climatisation, on est tous d'accord. Dans les services publics, les écoles, les EHPAD, les hôpitaux, les transports, il faut de la climatisation. Il faut de la climatisation parce que dans les transports, dans les écoles, il y a une forte densité de population qui augmente très largement les températures. Dans les EHPAD, les hôpitaux, parce que c'est des gens malades et des gens vieux qui sont beaucoup plus fragiles. Et aussi parce que les bâtiments n'ont pas été construits en lien avec le climat. C'est qu'en fait, il faut climatiser parce que les bâtiments ne sont pas du tout faits pour garder du frais. Là, tu as raison. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de comparaisons entre la France, l'Italie, l'Espagne. C'est la comparaison la plus stupide. Parce que oui, l'Espagne et l'Italie sont des pays plus chauds historiquement que la France. La France, le bâti, majoritairement le bâti européen, mais même le bâti français, est plutôt un bâti pour garder de la chaleur normalement. C'est ça le problème. Ce n'est pas le cas en Espagne, en Italie, qui sont plus des pays du Sud, où les taux de climatisation sont plus élevés que chez nous. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, la climatisation, le commentateur de télé, la climatisation, c'est un déni français. » Mais non, ce n'est pas un déni français. C'est juste le fait que géographiquement, la France est moins chaude que l'Italie et l'Espagne. Et d'ailleurs, quand on regarde plus à la loupe, les taux de climatisation les plus élevés sont en Corse, parce qu'il fait plus chaud, et dans le sud-est de la France, parce qu'il fait plus chaud. Mais à Lille ou à Paris, pendant très longtemps, la climatisation n'avait pas lieu d'être. Et pendant que ces gens, ces experts nous prévenaient du fait qu'il fallait atténuer le réchauffement climatique par des choix d'investissement dans la construction, faire en sorte de construire des appartements aujourd'hui où il fait moins chaud parce qu'il y a des volets, parce qu'il y a une architecture particulière qui va favoriser les courants d'air frais, etc., etc. Tous ces gens nous disaient « ils nous font chier, il faut construire comme avant, ils nous embêtent avec leurs normes ». Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui disent « il faut la clim ». Donc la question de la climatisation, bien sûr elle n'est pas à mettre de côté, elle fait partie des mesures
d'adaptation à prendre, mais il ne faut pas oublier l'atténuation. Parce que moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que les mêmes personnes qui ont dit pendant des années « Ah, mais oui, on n'a pas d'argent pour faire ci, on n'a pas d'argent pour faire ça. Ah oui, les traités de libre-échange, c'est super. Ah oui, la loi du plomb, c'est une loi de gauchistes. Ah oui, les méga-bassines, c'est des trucs de gauchos, d'écolos. » Tous ces gens-là qui ont contribué au fait que nous vivions cette canicule de cette manière-là et que nous allons en vivre d'autres, tous ces gens-là arrivent aujourd'hui à la fin en disant « Ah oui, c'est la clim, c'est la seule solution ». Alors que ce n'est pas l'unique solution. La clim fait partie d'un certain nombre de mesures à prendre dans l'adaptation, mais également avec la végétalisation des villes, également avec, comme j'ai dit, l'architecture, la construction, etc., la rénovation du bâti. Il y a plein de choses à mettre en place. Et donc les mêmes qui sont contre les ZAN, qui sont contre les zones à faible émission, qui sont pour remettre la bagnole partout, etc., sont ceux qui arrivent comme des sauveurs. Et je veux dire, dans un débat normalement posé, on verrait tout de suite que ces gens sont des populistes, des fantoches. C'est surtout que mettre la clim partout, c'est pas possible. Les champs agricoles, les animaux, le bétail, etc. À un moment donné, on parle beaucoup de nous, dans les appartements, dans les écoles et tout, et c'est bien, il le faut. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de morts, mais on parle pas de la biodiversité. C'est pas la clim qui va sauver l'agriculture, quoi. Surtout, il y a une vraie question économique là-dessus qui est bien sûr, bien sûr, parce que le réchauffement climatique ne se résout pas qu'en mettant une clim, en baissant les températures. Alors bien sûr, ça sauvera des vies, mais ça fait partie d'un plan, quoi, d'une planification. Alors, finalement. Tout à fait. Déjà, le plan n'existait pas. Sur ceux qui l'ont mis en avant, il n'avait même pas chiffré. Ils avaient sorti le truc comme ça. Là, ils sont en train de le chiffrer plus ou moins. Moi, ce qui me dérange, c'est la question individuelle, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens, partout, qui ont pensé que la solution au réchauffement climatique, c'était une solution individuelle. On l'a eu parfois avec des choses dont on a beaucoup discuté ici, qui reposaient sur l'individu, ne prend plus l'avion, ne consomme plus. Et on en a vu, on l'a souvent dénoncé ici parce qu'on en voyait les limites. C'est-à-dire qu'on peut faire un effort individuel, mais l'effort individuel contre la société est quasiment impossible. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, les grandes entreprises, adorent miser tout sur l'effort individuel, c'est-à-dire acheter moins, manger moins de sucre. Mais ils savent que ça ne fonctionne pas. On vous dit depuis 10 ans de manger moins de sucre et vous avez des taux d'obésité qui augmentent dans tous les pays. Donc on sait que ça ne fonctionne pas. Et là, c'est pareil pour la clim. On se dit, c'est un truc individuel. C'est-à-dire, mets ta clim chez toi, tu as une boutique en bas qui va mettre la clim à fond, qui va faire que la cour intérieure d'un immeuble où d'autres gens vivent va avoir 3 à 4 degrés en plus que des chaleurs. Et on dit, oui, t'as qu'à mettre l'autre clim chez toi. Non, s'il y a de la climatisation, il faut que ce soit un plan de climatisation qui soit fait, qui commence par les services publics, et puis ensuite dans les constructions, bien sûr, pourquoi pas, dans des zones... Voilà. Bien sûr, mais ça ne suffira pas. Derrière, il faudra végétaliser, repenser la ville, repenser le bâti. Et tout ça doit s'inscrire dans un plan global qui va coûter cher. Mais c'est ça. C'est que c'est très coûteux, ce genre de plan. Et on découvre ça, une fois, il fait 45. Oh, mince, il faut faire un plan. Et on a un budget austéritaire. Et en fait, il y a la dette. Et en fait, comment on fait ? Exactement. Et ça va coûter cher. Et les résultats vont prendre un certain nombre d'années. Parce que là, il s'agit quand même de rénover. Il y a plus de 30 millions d'habitations. D'accord, donc on va commencer par les bouilloires, les gens qui vivent au-dessus des toits. Il y a quand même une grosse partie des gens qui vivent au-dessus des toits à Paris. Donc ça va être un plan massif. Et ce plan massif va devoir être fait dans des moments en hiver où les gens vont dire wow, ça va. Voilà. Donc c'est important qu'il y ait une tenue et un plan et de l'argent. Et le vrai, ce qui est très scandaleux, je finirai, c'est qu'on sait faire. Si on ne savait pas faire, on met des milliards dans des choses qu'on nous promet, on l'a dit plusieurs fois, dans une économie narrative de l'IA, qui d'ailleurs contribuent au réchauffement climatique, et les mêmes là qui vous disent gna gna gna, c'est les premiers à vous dire ah mais le réchauffement climatique, l'impact écologique de l'IA, faut pas le mesurer. On met des milliards, mais là pour quelque chose que l'on sait faire, on sait rénover le bâti, on sait végétaliser, on sait faire baisser la température en ville, des villes comme Singapour l'ont fait, on sait faire. Et on veut pas mettre de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est pas capitaliste. Et voilà. Encore. Voilà. Une fois la vague de chaleur terminée, et c'est ce que redoute Jean Jouzel, on va remettre le problème sous le tapis et le redécouvrir l'année prochaine. Ça c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs vagues de chaleur. C'est pas la première qu'on a eue. Alors, on parle souvent de 2003 où il y avait une impréparation totale. Mais depuis, on en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles aussi, inondations, etc. Des scientifiques qui ont pris leur part de risque, parce que pendant très longtemps, les scientifiques, ils n'allaient pas sur les plateaux. Là, ils ont pris leur part quand même. Ils ont alerté massivement. Ils nous ont dit, écoutez-nous, c'est assez clair, on sait à peu près où ça va, et personne ne les a écoutés. Donc, moi, j'ai bien peur
face à tous ces événements qu'effectivement, dès que la température rebaisse, les gens passent à autre chose et que là, on aura des mêmes débats sur « Oh, les écolos font chier. Oh, ça fait chier. Oh, le GIEC mine le moral des Français », comme avait dit Marine Le Pen, et qu'on se revienne à ces débats de comptoir, comme ça a été le cas pendant des années. De l'autre côté, j'ai l'impression aussi qu'on a du mal à pointer les responsabilités comme si le changement climatique venait du ciel. On le rappelle, à propos du réchauffement, au niveau mondial, les 10% les plus riches sont responsables de 2/3 du phénomène. Les 10% les plus riches sont responsables du 2/3. Il y a aussi, on en parle très peu, enfin nous on en parle ici, mais rien que depuis le début d'année, il y a Total Energy qui a ouvert, exploré ou investi dans une douzaine de projets pétro-gaziers, c'est ce que pointe Michael Correa. Ça, c'est des débats, c'est des éléments qui sont beaucoup trop absents du débat public aujourd'hui. Mais bien sûr. En fait, le système économique, ce qui va rapporter de l'argent, là où on va mettre de l'argent, ne prend pas en compte le réchauffement climatique. Voilà, il faut le dire. Il le prend en compte dans 2 pages de RSE avec du greenwashing. Mais aujourd'hui, ce qui va rapporter de l'argent, le pétrole va rapporter de l'argent. Les compagnies pétrolières ont gagné beaucoup d'argent, là. Les actions ont monté, les actionnaires se sont enrichis, alors qu'elles jouent contre le réchauffement climatique, là. Donc elle joue contre l'humanité entière. Et pareil pour l'IA, et pareil pour des projets dans le militaire, et pareil pour les projets spatiaux de Musk. Donc on est dans une économie aujourd'hui qui ne prend pas du tout en compte ça. Et on est dans une économie également où, tu l'as dit, les inégalités sont très fortes. Et une partie des gens sont responsables de la majorité du réchauffement climatique. C'est pour ça que quand vous entendez à la télé, mais y compris sur le service public, des gens qui vous disent « Oui, bon, la France n'est responsable que de 1% des émissions. » Non, mais ça, c'est trop facile. C'est Marion Maréchal Le Pen qui a dit ça. Ouais. Et c'est faux. Mais il n'y a pas que elle. Il y a aussi des éditorialistes qui l'ont répété de manière très... Non, mais c'est 1% des émissions, mais il faut prendre en compte les émissions historiques. Là, on remonte quand même à la 8e place, et ainsi de suite. Et les importer et les importer. Donc, quand on regarde les pays de l'OCDE, donc les pays les plus riches sont responsables de 2/3 des émissions de CO2 depuis l'ère pré-industrielle. Donc, là, il faut tenir compte de ça aussi. Donc, c'est à eux de mener l'ajustement. La France, elle doit être dans le leadership de l'ajustement. Elle ne doit pas se dire « Regardez ce qu'ils font dans tel pays ou tel pays ». Ça n'a absolument rien à voir. Donc, on doit faire partie... Et les États-Unis, en premier lieu, devraient prendre ce leadership qu'ils n'ont jamais pris, pour le coup. C'est mal barré avec Trump. Voilà, c'est mal barré avec Trump. C'était mal barré dans les années 90. Ça a toujours été plutôt mal barré avec les États-Unis. C'est vrai. Mais eux, ils doivent prendre normalement le leadership. Et nous, on devrait le prendre. L'Europe devrait le prendre. Et pendant ce temps, la Commission européenne, tu viens d'en parler, propose un nouveau cadeau fiscal à 8 milliards pour les grandes entreprises. L'Humanité ajoute que la Commission, de plus en plus alignée avec l'extrême droite du Parlement européen et sous pression des lobbies états-uniens, multiplie ces derniers mois des directives omnibus visant à casser les règlements qu'elle avait elle-même érigés sur le climat, le devoir de vigilance ou encore sur le numérique. Et chaque fois, ces reculs des protections et des droits se font au nom de la compétitivité et de la simplification. En France, c'est pareil. Après le sommet de Choose France, on en avait parlé ici, le ministre de l'économie nous expliquait qu'il fallait absolument simplifier pour permettre aux investisseurs d'entreprendre plus facilement. La question de la simplification administrative, c'est un vrai sujet, mais là, on ne parle pas de ça. Lever la vigilance, c'est vraiment à rebours de tout ce qu'on est en train de traverser. On est clairement en train de choisir le capital avant le climat. Mais clairement, et on l'a toujours fait. La compétitivité comme elle est aujourd'hui, avec des pays qui ne respectent pas les normes sociales, les mêmes normes sociales et environnementales que nous, on sait très bien qu'on va aller droit dans le mur. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un nivellement vers le bas. Non, mais très clairement, un nivellement vers le bas du social et de l'environnemental. Donc, on a parlé de réindustrialisation. L'avantage de la réindustrialisation, effectivement, c'est qu'on ramène nos productions. Donc, on va peut-être polluer plus ici, mais on peut mieux maîtriser nos productions. Les prix des produits vont être certes plus chers, mais par exemple sur l'habillement, c'est pas plus mal en réalité, parce que ça permettra de réduire ces flux-là. On n'est pas obligé de construire de produire des milliards de vêtements qui ne seront jamais mis et qui vont finir après dans des pays pauvres qui sont vus comme pratiquement des poubelles. Donc recentrer l'industrie, c'est aussi ça, c'est reprendre la maîtrise en fait de la production à normes sociales élevées, normes environnementales élevées. Et ça permettrait aussi parfois de réaugmenter les salaires et de faire un cercle vertueux. Parce que rappelons-nous que quand même dans les années 70, les salaires, le pouvoir d'achat des salaires était un peu plus élevé. La production était aussi majoritairement en France. Et ça tenait. Donc c'est un changement de système, c'est un virage qui nous avait été promis pendant le Covid et qui n'a pas eu lieu. Donc tant qu'il y aura des producteurs comme Shein, tant qu'il y aura des subventions qui iront à des producteurs qui ne respectent pas les normes environnementales ou qui vont aller forer du pétrole, on n'en sortira pas, quoi. À un moment, il faut que, même sur les financements, il faudrait
qu'il y ait une indication très claire entre l'ancien et le nouveau monde. On ne peut pas drainer des financements vers l'ancien monde, des activités extrêmement polluantes. Ça devrait plus être possible. Mais ça, encore une fois, des millions de personnes l'ont dit, l'ont travaillé, l'ont étudié au GIEC et en dehors. Le rapport Stern qui montrait que les impacts en termes de PIB, qui reprenait des éléments purement économiques pour que les gens disent, voilà, regardez, qu'en termes de PIB, on allait beaucoup plus perdre si on laissait les choses se faire que si on investissait dès aujourd'hui. Tous ces rapports qui sont sortis, même le rapport Pisani, allons-y, qui disait qu'il fallait investir des milliards pour la transition écologique, tous ces rapports n'ont pas été suivis. Donc on sait ce qu'il faut faire, on sait comment le faire, et ce qui manque, c'est le courage politique, ils ont raison. Et le courage politique, c'est de sortir de l'argent et de l'investir et d'y croire. Et ce courage politique, il est remplacé aujourd'hui par du blabla sur les réseaux sociaux et à la télé et des positions rapides qu'on oubliera 2 jours après. Et puis, il y a la Cour des comptes, dans tout ce temps-là, dans cette vague de chaleur, qui a alerté, attention au fardeau de la dette et au déficit, alors que la guerre au Moyen-Orient fragilise la terre entière. On peut dire que tous les signaux sont au rouge, pointe la Cour des comptes qui cible, encore une fois, les dépenses. Est-ce que c'est vraiment l'urgence, là, la dette, le déficit ? C'est toujours les mêmes débats. C'est toujours les mêmes débats. La Cour des comptes... c'est la Cour des comptes, les rapports de Bercy et j'en passe et des meilleurs rejoignent des rapports de think tank du patronat où on reste toujours sur la même chose. Voilà, la dette est un problème, le déficit est un problème. Donc tout ça paralyse les gens et empêche de faire les investissements nécessaires. Or, il y a plein d'investissements nécessaires à faire. Enfin, quand on regarde la question du réchauffement climatique, elle est reliée à la question du financement des hôpitaux, du financement du soin, de la rénovation des bâtiments, de plein de choses. Oui, c'est sortir de la logique ultralibérale. Et de plein de choses utiles, non délocalisables, dont on voit les effets tout de suite. Moi, excusez-moi, mais il y a plein de choses. L'IA, je ne vois pas les effets tout de suite. La robotisation, je ne vois pas les effets tout de suite. Là, on en voit les effets tout de suite. Et ça sert en priorité beaucoup plus l'humain que des choses parfois dont on se demande finalement, les cryptos, les choses comme ça, quel va être l'impact en réalité sur l'humain, si ce n'est de faire des plus-values. Voilà. Et là, il y a un vrai... Et on va nous sortir le énième rapport et les gens vont dire, vous savez, on voudrait le faire, mais on ne peut pas le faire, donc on ne va rien faire et voilà. C'est ce qui va se passer. Mais on va continuer à baisser les impôts et déréglementer le marché du travail pour que les entreprises soient plus compétitives. Voilà, ça va être ça. Voilà, ça va être ça le débat. Mais surtout que même quand on parle avec leurs arguments à eux, c'est-à-dire faire du profit, déficit, etc., on le sait, les conséquences du changement climatique, au-delà des conséquences humaines qui vont être déplorables et agricoles, etc., même économiquement, c'est pas du tout bon le changement climatique pour la croissance, le PIB, non, comme j'ai dit, productivité. Est-ce qu'il y a eu un gros débat sur les changements d'indicateurs ? Comme si les gens avaient... Effectivement, nos indicateurs sont très mauvais. La croissance économique, le PIB ne prend pas en compte l'impact négatif sur le climat. Voilà. Alors, il y a eu un gros débat sur le changement des indicateurs, et tout le monde était d'accord avec ça, pour un indicateur qui soit plus juste, qui prenne en compte la question du réchauffement climatique. Sauf que, moi, je l'avais mis dans mon livre, Le déni climatique, j'avais dit, même avec les meilleurs indicateurs, c'est pas sûr que les gens changent. Parce qu'il y a eu des rapports comme ça. Le problème a été pris de tous les côtés. Tu as ceux qui ont dit ça va être catastrophique, on ne sait pas comment on pourra survivre, avec une voix très radicale des scientifiques. Donc on devrait avoir peur et se dire merde, on va pas. Là, d'autres gens ont dit qu'est-ce que je vais dire à mes enfants. Donc on se doit dire quand on voit son enfant, merde, là, il n'a que 10 ans ou 5 ans et il vit déjà cette température-là. Et il y a ceux qui sont arrivés par le biais de l'argent, des économistes, qui ont dit voilà, on risque de perdre temps. Les entreprises risquent de perdre temps. Vous risquez de perdre temps sur votre immobilier s'il est proche de mer. Vous risquez. Donc, si on fait l'adaptation aujourd'hui, ça coûtera moins cher et malgré tout, rien n'a été fait. Donc, quand toute l'information est comme ça disponible, sur la table, présentée aux politiques de manière résumée, etc., et que rien n'est fait ou quasiment rien, et que le business as usual gagne, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Il y a de quoi désespérer. On voit bien que là, et je comprends moi ces jeunes qui établissent des rapports de force très forts via des manifestations et qui ne veulent pas, même ces jeunes diplômés là, qui refusent de récupérer leur diplôme après, parce qu'ils se disent l'information est là et rien n'est fait ou rien n'est fait à la hauteur. Donc le seul moyen c'est la pression. Mais même avec la pression, c'est difficile. La pression et des médias indés qui relatent ces combats, évidemment. Je rattrape mon truc. Merci beaucoup Thomas, merci pour cette saison. Merci beaucoup. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode. Je le rappelle, c'est le dernier de la saison. Et aux médias, on a besoin de vous cet été. On doit réunir 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour assurer la survie du média à 1 an de 2027. Garantir un média audiovisuel indépendant qui produit un véritable contre-discours est vital pour la démocratie. Faites partie des 10 000, sauvez le média à partir de quelques euros par mois et défiscalisable. Rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à l'année prochaine.